Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau point lecture. Tchin tchin. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Je m'excuse d'avance parce que c'est vrai que dernièrement sur la chaîne, j'alterne point lecture, puis la lire, point lecture. J'ai pas le temps de faire d'autres vidéos. Un vlog est en cours de tournage, ça arrive bientôt. Enfin bientôt, oui, non, parce que j'ai lu qu'un livre sur les 3 pour l'instant. Et voilà, j'ai repris, vous le savez, je vous le dis à chaque vidéo, j'ai repris le boulot en janvier. Je me plains pas, c'est juste que voilà, j'ai du mal à retrouver un rythme parce qu'en plus mes horaires changent toutes les semaines. Donc c'est un peu compliqué pour l'instant, mais ça va le faire, ça va le faire. Je me suis muni de ma plus belle moumoute, ma plus belle doudoune. On dirait que je travaille soit à la DDE, soit je fais traverser les enfants au passage piéton, au choix. Les 6 livres que je vais vous présenter, je les ai lus au mois de février. Bon, on n'est que le 11 mars, mais j'ai quand même 10 jours de retard sur mes lectures à peu près. On va commencer sans plus tarder avec les lectures, de la moins bonne à la meilleure. Il n'y a pas de grosses déceptions, encore une fois. Il y a ouais, mais pas de grosses déceptions. En premier, j'ai lu Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech aux éditions Le Livre de Poche pour le prix des lecteurs 2022. Alors, on va être avec une mère... Attendez, je regarde ce qu'on dit dans le résumé pour pas spoiler. On va être avec une mère et son fils qui ont une relation très passionnelle, limite fusionnelle, limite passionnelle plutôt. Ils habitent à Nice tous les deux, ils tiennent un petit restaurant et ils veulent ouvrir un grand hôtel dans Nice avec un laboratoire, un aquarium avec des méduses. Il y a un moment dans le roman où ça tarde un peu sur ces méduses et sur le fait qu'on veut ouvrir un grand aquarium avec des méduses. J'ai pas trop compris le délire, si c'est une métaphore en mode c'est beau mais ça pique ou je sais pas. Les travaux sont en cours pour ouvrir le restaurant, non l'hôtel pardon, et le fils se fait arrêter un matin, la police arrive et ils arrêtent le fils devant les yeux de la mère pour lui dire qu'il a tué un enfant. Et donc après on va être un peu dans cette bataille judiciaire où la mère est persuadée que son fils n'aurait jamais pu tuer cet enfant, elle pense que c'est une erreur, que c'est une bourde, elle fait tout corps et âme, elle se dévoue corps et âme pour le libérer, elle paye des avocats super chers, elle va voir les victimes, voir les parents de l'enfant, elle va... qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle va au commissariat quotidiennement pour essayer de faire sortir son fils de détention provisoire, enfin voilà. C'est vraiment le combat d'une mère, l'abnégation et le refus de voir son fils avec qui elle s'entend si bien, avec qui il n'y a jamais eu aucun souci de cet ordre-là avec d'autres enfants. J'ai perdu le fil de ma phrase, mais elle défend son fils. Finalement, ce qui m'a le plus gêné, c'est que j'ai tout prévu, j'ai tout vu venir. J'ai pas trouvé que la plume soit transcendante, je vous dis, il y a cette espèce de, je pense, une métaphore avec les méduses, mais que j'ai peut-être pas bien saisi. J'ai lu d'une traite parce que voilà, la plume est très facile, ça découle tout seul, on est vraiment dans cette espèce de roman contemporain français à ambiance où on est dans un truc un peu malsain, où on essaye d'avoir des petits débats psychologiques, mais j'ai trouvé que c'était pas super bien abordé. Je vous dis, la fin, on la voit venir à 1000 km, c'est vu et revu. Ça m'a pas non plus... Je pense que la fin est fait un peu pour nous faire crier d'horreur et de peur, mais non, pas vraiment. Enfin voilà, c'était une petite déception quand même. Ouais, c'est vrai que plus j'en parle, là plus je me dis que j'ai pas été... Ça n'a pas été dégueulasse, hein, je vous dis, ça se lit bien, l'histoire se déroule assez facilement, il n'y a pas d'accro, mais je retiens rien et d'ici un mois je l'aurais complètement oublié. Enfin non, j'aurais pas oublié parce que, étant donné que je l'ai vu venir et que je me doutais de ce qui se passait, voilà, je vais me rappeler du début, du milieu, de la fin, en gros. Ensuite, j'ai lu Maître des jeans de Paisley Clark, ainsi que, parce que je ne l'ai pas en physique, je l'ai en numérique, une nouvelle qui s'appelle, je sais plus, Le jean du Caire. En tout cas, c'est dans un recueil avec 2 nouvelles de Paisley Clark, chez La Talente également, parce que ce livre est publié chez La Talente. Le recueil de nouvelles s'appelle Les tambours du dieu noir, ou Le dieu du tambour noir, un truc comme ça, je vous l'écrirai. Il a publié donc ce roman Maître des jeans, qui est un roman qui se passe dans l'Égypte en 1912, et il y a 2 ou 3 nouvelles, 2 nouvelles je crois, qui accompagnent qui sont des nouvelles compagnons, un peu compagnonnes du roman, donc le jean du Caire, je sais plus vraiment, qui celle-là est quand même assez, je dirais, indispensable à lire, enfin pas indispensable, on peut s'en passer, mais c'est vraiment mieux si on la lit, parce qu'en fait, dans la nouvelle du jean du Caire, on nous introduit très longuement, non, parce que la nouvelle fait 50 pages, mais on nous introduit bien le personnage principal de Maître des jeans. Donc ça permet de rentrer dans ce roman beaucoup plus facilement si on a lu la nouvelle. Et il y a une autre nouvelle qui s'appelle le mystère du tramway hanté, qui est publiée également elle chez La Talente, et qui là
est concentrée sur un personnage secondaire et elle n'est pas vraiment indispensable, c'est juste un petit clin d'œil, vous savez, un petit, comme on appelle ça de nos jours, un Easter egg, un œuf de Pâques, un petit bonus qu'on voit dans le roman à un moment, mais moi je ne l'ai pas lu, Le Mystère du Tramway hanté, ça m'a pas du tout gêné pour la lecture de Maître des Djinns. Un roman de l'imaginaire, alors je dirais uchronique, mais je ne suis pas sûr parce que les termes et moi ça fait 15. Le monde un peu tel qu'on le connaît, sauf que il y a un mec en 1890 en Égypte, au Caire, qui a réussi à faire une machine qui fait que les djinns, donc les génies un peu de la culture orientale, je sais qu'au Maghreb il y a aussi les djinns, j'imagine que ce sont les mêmes en Égypte, enfin voilà, ces espèces de génies, ces êtres magiques ont pu intégrer notre monde ainsi que la magie. Donc il n'y a pas que des djinns, il y a d'autres déités, il y a d'autres... il y a tous les dieux égyptiens par exemple, hein, Sekhmet, etc. Donc voilà, il y a un peu de magie, mais c'est pas vraiment ce qui régit le monde parce que la planète entière n'est pas concernée, de ce qu'on sait à peu près, n'est pas concernée par la magie, il n'y en a pas partout. Mais du fait que l'Égypte a découvert la magie, elle a réussi à se dégager beaucoup plus vite du joug britannique et de la domination britannique. Et donc il y a quand même quelques tensions entre le Royaume-Uni et l'Égypte parce que, ancienne colonie qui s'est défait grâce à la magie. Et on va suivre Fatma El Shahrawi. Fatma El Shahrawi. Et donc c'est une sapeuse, c'est une espèce de communauté en Afrique de personnes qui portent une attention très particulière à leur façon de s'habiller, qui ont des styles très affirmés et très assumés. Moi j'adore ça, je trouve ça magnifique. Tapez hein, les sapeurs sur Google et vous verrez. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai une image ou deux. Donc c'est une sapeuse, mais en plus de ça, elle est enquêtrice au ministère de l'Alchimie, des Enchantements et des Entités Surnaturelles. Et en gros, il y a un espèce de gros suicide collectif, enfin on sait pas, il y a une communauté magique qui prie, c'est un peu apparenté à une secte, hein, qui prie un certain dieu, et ils sont une vingtaine, ils se retrouvent tous morts du jour au lendemain, et notre Fatma est dépêchée par le ministère des Enchantements, des Alchimies et de mes roubignoles sur le meurtre, et elle essaye de le résoudre. Donc on est vraiment dans un polar surnaturel, parce que on va être avec cette enquêtrice qui doit dénouer le mystère de ce meurtre. Donc c'est sympa, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit vraiment planté au Caire. On est vraiment dans l'Égypte avec, je vous dis, toutes ces croyances, ces déités multiples, ces religions multiples, cette culture et cette ambiance égyptienne qui est très présente et qui est bien amenée. Pareil pour la construction de l'univers, je vous dis, avec cette histoire d'un homme qui a créé une machine qui permet de faire revenir les djinns et la magie dans notre monde. C'est bien expliqué, Le roman fait 600 pages, non 500 pages. C'est pas écrit si gros que ça, hein. C'est vraiment La Talente, c'est pas la première fois que je lis un roman de chez La Talente. C'est un roman qui prend son temps et qui se lit pas en 30 secondes. Je suis désolé, je sais pas le prix parce que c'est marqué catégorie 8. Donc je sais pas le prix du bouquin, mais il est très beau en tout cas avec rabat. Je crois qu'il existe en hardback, comme on dit. Ça prend son temps et alors je l'ai pas lu très rapidement parce que je travaillais, mais en même temps, voilà, on pose les pions, et puis c'est vraiment par contre le défaut que moi je lui trouve, mais c'est aussi parce que j'aime pas vraiment le style polar, le style policier. On est dans cette enquête classique où l'enquêtrice va sur le lieu du meurtre, on cherche quelques indices, on a une piste, on la suit, c'est un cul-de-sac, on fait demi-tour, on trouve une autre piste, on la suit, qui nous fait bifurquer à droite, puis hop, on en embranche une autre à gauche. Voilà, ça avance comme ça tout du long. Et la fin ne m'a pas convaincu, on est vraiment avec, je vous dis, une grande scène de guerre, de bataille, qui est grandiose, qui est bien écrite, mais qui est un peu rapide, et qui, je trouve, donne un côté un peu plus jeunesse au roman, qui était jusque-là très adulte, je vous dis, avec cette espèce de polar surnaturel. J'ai trouvé que la fin donnait vraiment un petit côté young adulte au roman, qui m'a pas forcément plu, dans le sens où tout le début du roman, enfin en tout cas la grande majorité, ça faisait vraiment un roman plutôt adulte, et j'ai trouvé que sur la fin, pour écrire cette scène de bataille et cette scène de guerre, on est descendu d'un cran dans la maturité de l'écriture et dans la maturité des personnages et de la scène écrite, donc ça m'a un peu gêné. Sinon c'est un roman qui est plein de diversité, le personnage principal est une femme, ça se passe au Moyen-Orient, enfin en Égypte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a également le fait qu'il y a des personnages qui sont LGBT, mais on n'est pas là non plus, comme je dis moi souvent dans les romans, on n'appuie pas dessus en le montrant du doigt, regardez cette personne est homosexuelle. Non, c'est amené intelligemment, on ne le sait pas dès le début, on l'apprend en venant dans la lecture et on s'attarde pas dessus. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait.
Donc voilà, ça, je suis un peu en demi-teinte, à cause de la fin et à cause du côté polar un peu chiant, mais ça c'est sûrement mes goûts personnels. Ensuite, une plutôt bonne lecture, j'ai lu Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy aux éditions J'ai lu. Comme d'habitude, je ne retire pas les marque-pages de mes bouquins. Lionel Duroy, je ne l'avais jamais lu, et pourtant, il a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 romans, en majorité publiés chez Julliard depuis 97. Son premier roman, ça s'appelle Priez pour nous, et en fait, la majorité de ses romans... La majorité de ses romans sont à caractère autobiographique, et moi j'ai lu le tout dernier, qui est sorti, je crois, enfin en poche en tout cas. En grand format, il a publié dernièrement L'homme qui tremble, qui est un autoportrait, donc c'est aussi autobiographique. Mais donc moi j'ai lu le dernier, et ça parle beaucoup de sa famille, parce que là on va être avec une grande famille, 8 frères et sœurs, qui ne se parlent plus depuis 30 ans je crois, et ils se retrouvent tous les 8 à table une journée d'été pour essayer de renouer les liens. Donc les enfants de certains ne se sont jamais vus, ne se connaissent pas, ils savent pas qui sont leurs oncles et tantes, qui sont leurs cousins. Lionel Duroy leur a un peu parlé d'eux, mais etc. Enfin voilà, jamais on dit que c'est Lionel Duroy, hein, le narrateur s'appelle Paul. D'ailleurs, attendez, je vais vérifier quelque chose. Je viens d'acheter un autre roman de cet auteur. Dans l'autre roman, le personnage principal s'appelle Augustin. Mais dans tous les cas, en fait, ce Paul et dans l'autre, cet Augustin, c'est Lionel Duroy, parce que c'est des romans majoritairement autobiographiques. Et donc là, moi j'ai lu la réconciliation entre les frères et sœurs, alors qu'apparemment la brouille est beaucoup plus explicitée dans les premiers romans, parce que le tout premier roman de Lionel Duroy, Priez pour nous, était un roman où il racontait sa vie et son enfance, où il parlait de ses parents qui ont... En gros, sa mère, je pense qu'elle était malade, elle avait une maladie psychiatrique, et donc elle s'est très peu occupée d'eux. Son père trompait sa mère et était un peu en mode magouille, vous voyez, et c'était une famille un peu aristocrate qui habitait à Neuilly, je crois, à Neuilly-sur-Seine à Paris. Et ils ont perdu tout leur fric, ils sont devenus totalement désargentés, ils se sont fait virer, expulser de Neuilly pour se retrouver dans des petits apparts en banlieue dans lesquels ils payaient pas la facture, ils payaient pas les factures, pardon, donc ils vivaient sans eau, sans électricité. Et donc dans son premier roman, Priez pour nous, je crois qu'il raconte vraiment cette déchéance de cette famille, et c'est pour ça que ses frères et sœurs ne lui parlaient plus, parce qu'il a allègrement tapé sur son père et sa mère. C'est donc un roman qui est totalement impudique, parce qu'il raconte vraiment, là, il nous remet en situation, donc même c'est pour ça, moi j'ai lu aucun des autres, j'ai bien tout compris, j'ai bien tout saisi, l'histoire familiale, mais c'est totalement impudique, parce que même si, bah, je vous dis, il change les prénoms, et là j'ai acheté l'absente de Lionel Duroy, dans laquelle il raconte son dernier divorce, parce qu'il a divorcé 2 fois, il emprunte encore un autre nom, mais on sait en sous-texte que c'est l'auteur qui se parle de lui. Donc c'est impudique, mais justement, moi c'est ça que j'ai aimé, dans ce roman, c'est rentrer dans cette famille avec toutes ces histoires, toutes ces crasses qu'ils ont pu se faire les uns les autres, toutes ces rancœurs personnelles. C'est le côté, voilà, voyeur, le côté je regarde par le trou de la serrure chez les autres, qui moi me plaît. Alors peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi ça me plaît beaucoup ce sujet, donc j'ai bien aimé. Et à côté de ça, on se prend tout de suite d'affection pour Lionel Duroy, et en même temps, enfin pour Paul, le personnage principal, parce que lui, il y a beaucoup de discussions sur la nécessité d'écrire, parce qu'il raconte que pour lui, écrire ses bouquins, c'était nécessaire. Écrire sur sa famille, c'était nécessaire. C'était cathartique, une espèce d'exutoire, alors que ses frères et sœurs, justement, enfin certains, on voit que au fur et à mesure du temps, il s'est passé 30 années pendant lesquelles ils ne se sont pas parlé, mais certains avaient eu envie de faire un pas vers Paul parce que ils comprennent parce qu'ils ont vécu la même chose, ils ont tous été les enfants de ces deux parents-là qui ne sont pas occupés d'eux, et certains en veulent à leurs parents, certains en veulent à Paul. On est vraiment dans cette discussion du pardon, cette discussion des remords, des rancœurs, de tout dire ou pas tout dire, écrire ou pas écrire, écrire même si ça implique de blesser d'autres personnes, parce que là, c'est ça qui lui reproche, c'est que le fait d'avoir écrit sur la famille, ça a blessé ses parents qui étaient encore vivants quand il a écrit le bouquin, ça a blessé ses frères et sœurs, ils se sont pas forcément reconnus parfois dans ce qui était raconté. Enfin voilà, on est vraiment dans toujours cette dualité, et j'ai bien aimé, je trouve que c'est bien fait. Certaines discussions prennent un peu des allures de dissertation, on est vraiment dans le thèse-antithèse avec ces deux personnages qui s'opposent de leur point de vue, donc c'est un peu écrit, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que à côté de ça, on avait vraiment l'ambiance de la couverture, avec ce grand repas où tout le monde se retrouve, cette ambiance chaleureuse où des gens se retrouvent, et même s'ils ont, ils ont eu des soucis, enfin ils ont eu des brouilles les uns entre les autres, la force de la fraternité et la force des retrouvailles est quand même plus forte. Et j'ai trouvé ça très très beau.
les relations de certains frères et sœurs, parce que ils ont des différences d'âge plus ou moins grandes en fonction de leur position dans la fratrie. Mais les relations qu'ils entretiennent les uns entre les autres, qui sont pas mal expliquées, sont ouais, voilà, elles sont belles. Et moi j'aime bien les romans sur les fratries. Là il y a 8 frères et sœurs, donc j'étais gâté. J'aime bien les romans voyeurs, j'étais gâté. J'aime bien les autobiographies, j'étais gâté. Enfin voilà, plein de trucs étaient réunis. Je vous dis, outre le fait un peu dissertation par moment, c'était un très bon roman. Et c'est pour ça que j'ai acheté son précédent, qui s'appelle L'Absente, et dans lequel il parle de son divorce avec sa deuxième femme, qui est également présente dans le roman, et le divorce est aussi abordé, et le fait qu'il a écrit sur ce divorce est aussi abordé dans le bouquin. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de maintenant tout lire. Il aurait mieux fallu que je commence par son premier roman, Prier pour nous, et les descendre, parce que je sais pas s'il a écrit que des trucs autobiographiques, mais en tout cas, si je voulais avoir le fil de sa vie, les lire dans l'ordre de parution, parce que dès qu'il lui arrive quelque chose dans sa vie, il écrit un bouquin. Il divorce, il écrit un bouquin. Je crois que c'est son deuxième divorce, donc son deuxième bouquin. Il retrouve ses frères et sœurs, il écrit un bouquin. Il se fait larguer, il écrit un bouquin. Donc il faudrait les lire dans le sens de parution. Mais bon, après je vous dis, là par exemple le contexte était quand même bien remis dans les clous. Donc voilà, j'ai énormément parlé de ce bouquin. J'ai mis mes trop belles chaussettes. Alors je suis très en couleur aujourd'hui. J'ai mis mes chaussettes LGBT. Je les ai achetées chez Flying Tiger Copenhagen. En même temps que cette tasse d'ailleurs. Et elles sont super confortables pour des chaussettes à, je sais pas, 1 euro ou 2 euros. Alors elles sont absolument, à mon avis, elles sont produites dans des conditions absolument pas éthiques et affreuses, mais petite bourse, petite conviction. Ensuite, j'ai lu, comme d'habitude, quand je fais un point lecture, il y a toujours un Albin Michel qui traîne dans le lot, parce que quand je les reçois pas, je les achète. Callan Wink Auguste, et c'est dans leur collection Terre d'Amérique, donc là c'est un service presse, et il est sorti au mois de mars. Callan Wink Auguste, très bonne lecture, et pourtant j'étais à ça de pas le demander. En fait, quand j'ai reçu le programme de parution, il n'y avait rien qui me donnait vraiment envie. En fait, ce résumé me donnait envie, mais il me manquait un petit truc, mais ça c'est pareil, c'est encore mes goûts personnels. Il me manquait un truc à la lecture du résumé qui aurait fait que je le mette dans le panier directement. Et du coup, j'ai demandé à mes deux compères, Cyril et Christelle, de regarder le programme de parution, et je leur ai dit, bon à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait me plaire? Peut-être que vous savez mieux que moi mes goûts. Je dis parce que moi là j'ai envie de rien demander. Après il y a déjà des mois où j'ai rien demandé à Albin Michel parce que rien me plaisait, et voilà. Demander un livre juste pour avoir un livre gratuit, c'est ridicule. Et Cyril me dit, ah mais c'est bizarre, je pensais que t'allais demander Auguste. Bon, et Christophe me dit pareil, je dis bon je vais le demander. Et en fait on va être avec un jeune homme qui habite comme d'habitude dans les romans américains, au fin fond de la campagne américaine, dans le Michigan. Donc il habite dans le Michigan avec ses deux parents, et ses parents se séparent. Donc lui, il a toujours grandi là, dans cette ferme. Ses parents ont eu des relations un peu particulières, parce que son père, c'est vraiment l'agriculteur un peu bourru, qui a sa ferme, qui a ses bêtes, je crois qu'il est éleveur de vaches, voilà, qui travaille à la ferme. Sa mère n'aide pas du tout au travail à la ferme. On sent qu'elle est quand même plutôt une femme de la ville, parce que elle s'intéresse à plein de choses, à la culture, à la littérature, etc. Elle a envie plus de vivre à la ville. Et au bout d'un moment, ils ne s'entendent plus du tout. Le père a pris une femme pour l'aider dans la ferme, et on se rend très vite compte qu'il se passe quelque chose entre cette jeune femme qui aide son père et l'agriculteur. Donc du coup, les parents se séparent, et Callan Wink se retrouve avec sa mère, aller habiter à la ville, donc à Grand Rapids, je ne sais plus où c'est, et puis plus loin, il va habiter dans le Montana, à la campagne également. Et il se passe pas grand chose dans le roman. C'est à peu près, là tout ce que je vous ai raconté, c'est à peu près ça. Mais c'est juste qu'on va voir tout ça à travers les yeux de Auguste, donc l'enfant. Et c'est vraiment le roman initiatique, quoique ça s'arrête, roman d'apprentissage, parce que ça s'arrête, je crois, à ses 20 ans. Donc de ses 12 ans, il me semble, à ses 20 ans. Et on va suivre comment il vit cette première vie à la campagne, le divorce de ses parents, puis après, les premiers amours, les premiers rodéos, parce que c'est la sortie dans le Montana, là où il va habiter avec sa mère. C'est le rodéo. On va au rodéo, on s'habille bien, on se met son petit chapeau de cow-boy, on va danser avec les filles, comment il vit sa première fois, etc. Et c'est vraiment le journal de toutes ses premières fois, de toutes ses aventures, et c'est plein de tendresse. Et en même temps, c'est pas cucu, hein, je vous préviens, âme sensible, dès les, je crois, 20 premières pages, il y a des animaux qui sont violentés, des chats plus particulièrement. Le père veut endurcir son fils et lui dit, voilà, dès l'instant que tu abats un chat, tu coupes sa queue et tu la plantes sur le mur ici, et à la fin je te donnerai $1 pour chaque queue de chat
punaisé au mur. Donc voilà, c'est le début du roman. Après, il y a moins de scènes violentes, il y a quand même des scènes de bagarre, parce qu'on va être dans l'affirmation de soi, l'affirmation de la masculinité, de la virilité. Et voilà. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est que, en fait, j'étais persuadé en lisant le début du résumé qu'on allait nous dire que ce jeune Auguste s'avérait être homosexuel. Il n'en est rien, c'est un hétérosexuel, 100%. J'étais un peu déçu, évidemment, et c'est pour ça que je voulais pas le demander, parce que j'adore ces romans d'apprentissage, dans un milieu très viril, très masculin, où un homme essaye de trouver sa place en tant que comme homosexuel. On n'est pas du tout dans cette recherche de soi et cette recherche de place en tant que jeune homosexuel. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, parce qu'en fait, j'ai adoré la lecture, j'ai adoré toutes ces premières fois avec ces femmes, et je me suis rendu compte que plein de questions qu'un jeune homosexuel pouvait se poser, un jeune hétérosexuel se les pose également. Et cette notion de masculinité et de virilité, elle n'est pas exclusive aux homosexuels, elle est également chez les hétérosexuels. Et cette construction de soi est pas plus simple chez un hétérosexuel que chez un homosexuel. Et ça m'a permis aussi peut-être moi d'ouvrir les yeux et de réaliser quelque chose. Vous voyez, on est tellement des fois auto-centré sur son propre vécu et sur ce que, ben voilà, comment moi j'ai fait mes choses, comment j'ai appréhendé mon homosexualité, etc. Que bah des choses qui sont peut-être plus, pas normales, mais plus communes en tout cas, plus générales. Enfin, en tout cas, en termes de nombre, je pense qu'il y a plus d'hétérosexuels sur Terre que d'homosexuels. Et ben voilà, j'ai pas forcément peut-être les notions de comment on grandit en tant qu'hétérosexuel, parce que bah, moi j'ai grandi en tant qu'homosexuel, même si ça ne m'a jamais défini et que je me refuse à me définir comme homosexuel en premier lieu, et ben ça fait partie de moi. Et ça a quand même dirigé plusieurs de mes actions et de mes choix de vie. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien écrit et très beau. Les paysages sont beaux, c'est pas vraiment du nature writing parce qu'on s'attarde pas vraiment à de la contemplation des grandes étendues américaines. On est vraiment plutôt dans la jeunesse et l'adolescence de ce jeune Auguste. Donc bref, une excellente lecture que j'aurais pu passer à côté et que je suis bien content de ne pas l'avoir fait. Son premier roman publié chez Alan Wink, pardon, non, chez Albin Michel, c'est un recueil de nouvelles, donc c'est pas un roman, et ça a un nom à coucher dehors, je vais essayer de vous le retrouver, Courir au clair de lune avec un chien volé. C'est un recueil de nouvelles et c'était publié en 2007. Je connaissais pas, alors en fait c'est trop bizarre parce que je connaissais pas la collection Terre d'Amérique chez Albin Michel, alors que pourtant j'ai lu pas mal de romans américains publiés par Albin Michel. J'ai l'impression que tous les romans d'auteurs américains ne s'intègrent pas dans cette collection Terre d'Amérique. Je sais pas c'est quoi vraiment le critère ou le truc qui réunit tous les romans dans cette collection. D'ailleurs, je suis con parce que je crois qu'il y a voilà, il y a toutes les parutions de Terre d'Amérique. Donc c'est une collection dirigée par Francis Geffard. Je ne sais pas qui c'est Francis Geffard. Et effectivement, je ne connais aucun des auteurs. Si Philippe Meyer. Ben alors attendez. J'ai lu American Rust. Alors peut-être parce que American Rust, il y avait une jaquette autour. Vous savez, chez les Albin Michel, il y a souvent une jaquette. Et là, elle n'y est pas. Et du coup, le format est un peu différent parce que pareil, je suis pas persuadé que la police d'écriture soit la même sur les Albin Michel normaux. Quelque chose, voilà, ça va pas changer la face du monde, mais voilà. Très bonne lecture, très belle découverte avec l'auteur et le roman. Et en plus, encore une fois, je vous saoule avec ça. J'aime bien en fait quand il y a la photo des auteurs, parce que j'aime bien voir la gueule des auteurs. Et il est très mignon. Il est très mignon, Callan Wink. Mais tout comme les P.J. Clark. C'est vrai que quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, a mí me gusta. Je parle pas du tout espagnol. Je crois que ça veut dire j'aime bien. Je le trouve très, très sexy. Et enfin, ma meilleure lecture de ce premier point lecture du mois de mars. Oui, ma meilleure lecture de ce point lecture, tout simplement. La petite dernière de Fatima Das chez Le Livre de Poche et qui concourt également pour le prix du lecteur 2022. Et je vous le dis tout de suite, avec ce nouveau lot, alors j'ai encore 2 livres à lire. Il faut que je lise parce que j'en ai reçu 4, donc celui-là, Rosa Dolorosa, Les après-midi d'hiver de Anna Zerbib et Les variations sentimentales d'Andrea Siman. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va pas forcément me plaire, mais je me trompe peut-être. C'est un a priori parce que je ne connais pas du tout le bouquin. Mais je pense que mon choix va se faire entre ces deux-là. J'ai déjà lu celui-ci que j'ai adoré, donc ça sera en fonction de ma lecture de Andrea Siman. Je ne l'ai pas lu encore. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr que je vote pour Fatima Das, la petite dernière. On va être dans quel registre? On va être dans le registre de Virginie Despentes qui rencontre Constance Debré, 2 autrices que j'apprécie. Enfin, surtout Despentes plus que Debré d'ailleurs.
Mais voilà, on va être dans cette écriture forte, un peu brute, un peu revêche, avec des aspérités, un mur de crépi. J'arrête les images, j'arrête les images. Fatima Das est une jeune... je suis parti, je sais pas où. Est une jeune française d'origine algérienne musulmane, qui a grandi dans une famille musulmane à Clichy, en banlieue parisienne. Et pour le coup, bah, elle, c'est un peu comme Auguste de Calan Wink, elle cherche sa place parce que bah, elle se rend vite compte que être une fille comme on veut qu'elle le soit, donc pour sa famille, c'est être une bonne épouse, être une femme qui ne prend pas forcément la parole, une femme qui passe son temps à cuisiner, qui pour la société, comme elle l'entendrait, une femme doit être en robe, doit être bien coiffée, doit être maquillée. Voilà, vous voyez tous ces clichés de la féminité. Et elle se rend compte qu'elle se retrouve pas dans ce qu'on attend d'elle. Elle se retrouve pas dans ce que sa famille attend d'elle. Elle se retrouve pas dans ce que la société attend d'elle. C'est pas forcément d'ailleurs les mêmes volontés. Hein, ce que on attend d'une femme en France, dans un pays occidental, et de ce qu'on attend d'une femme dans un pays majoritairement musulman, comme l'Algérie, avec une religion très forte. Ces deux images de la femme ne sont pas forcément les mêmes, mais pourtant, elle ne se reconnaît dans aucune des deux. Et elle nous raconte, à la façon d'un refrain qui revient à chaque début de chapitre, donc toutes les pages ou toutes les 2 pages, hein, c'est des chapitres, c'est même pas des chapitres, c'est des textes très courts, vous voyez, de 1 page ou 2, qui commencent tous par « Je m'appelle Fatima ». Et bah, après, elle agrémente ce je m'appelle Fatima en fonction de ce qu'elle va nous raconter. Donc, bah, ça peut être, par exemple, la toute première page. Je m'appelle Fatima, je porte le nom d'un personnage symbolique en islam. Je porte un nom auquel il faut rendre honneur. Je m'appelle Fatima, je suis une adolescente perturbée, inadaptée. Je m'appelle Fatima, je suis une menteuse, je suis une pécheresse. Je m'appelle Fatima Das, je suis née par césarienne à la clinique Saint-Germain de la rue Baronne Gérard. Je m'appelle Fatima, adolescente, je suis une élève instable. Je m'appelle Fatima, je viens d'une famille musulmane. Et en fait, à chaque fois, à chaque entame de refrain, à chaque entame de texte, elle nous décrit bah, ce que elle veut être, ce qu'elle essaye d'être, et ce qui l'en empêche parfois, les barrières qu'elle se met elle-même, les barrières que la société lui impose, les barrières que la loi nous impose, les barrières que sa famille religieuse lui impose, que ses parents lui imposent, enfin voilà. C'est percutant, j'ai trouvé ça très très beau, en même temps très touchant. J'ai retrouvé du Despentes et du Constance Debré dedans, je crois d'ailleurs que Despentes, je sais pas, il me semblait que j'avais vu, voilà. L'écriture cherche à inventer l'impossible, comment danser dans une impasse jusqu'à ouvrir une porte là où se dressait un mur. Bon, elle aussi elle fait des métaphores pas toujours compréhensibles. Mais voilà, je vous le recommande si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui peut vous plaire, parce que bah voilà, je sais très bien que ça peut pas plaire à tout le monde, tout comme le mode d'écriture ne peut pas plaire à tout le monde, cette façon de déclamer. Moi j'ai bien aimé parce que c'est des textes qu'on entend facilement, des textes qui peuvent se lire à voix haute. Moi je les entends, et j'aime bien quand je lis un livre, c'est l'entendre en même temps, et ça c'est vrai que ça se déclame, ça se déguste, et j'ai passé un excellent moment. Faut que je prenne des forces là pour enchaîner le n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, blablabla. Ça demande une énergie folle d'être youtubeur. 1, 2, 3. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez discuter, vous pouvez commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Moi, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être